Chez soi avec nous, c'est quoi? C'est deux femmes, deux designers, Deux mamans, deux entrepreneurs, deux passionnés de design avec beaucoup trop d'idées. qui invitent autour de leur table des invités qui œuvrent de près ou de loin à la rénovation ou à la construction d'une maison. Chez soi avec nous, c'est l'origine de ta maison, mais ça veut aussi vous faire découvrir notre univers tout en organisant et en planifiant mieux votre projet. Bon podcast! Bonjour tout le monde! Aujourd'hui, au podcast Chez soi avec nous, l'origine de ta maison. On regarde le métier de technicien en architecture. Quelle est l'implication d'un technicien en architecture dans la rénovation ou dans la construction? Et pour ce faire, on accueille Marie-Ève Lapointe, qui est de Point Design. De Point Design. Salut! Qui est la personne la plus multifonctionnelle qu'on connaisse. On Mon Dieu, c'est s'entend, un beau là? compliment, ça, ce matin. Technicienne en architecture, designer de produits, enseignante. C'est vrai que vu de même, j'ai beaucoup de chapeaux quand même. Je pense que t'en as encore d'autres, mais es-tu capable de nous mettre dans l'ordre un peu Oui, bien en fait, ce cheminement-là? à tout ça, on peut ajouter pâtissière. C'est un temps où Hey, elle nous en remet une beurrée, tu sais, juste pour qu'on se complexe. À beurre. Ouais, c'est ça. je beurre le gâteau, garde. Voilà. Qu'est-ce que vous faites, vous, les filles? On est designer, puis on a une ébénisterie. Mais non. Après ça, j'ai été pâtissière une fraction de seconde dans ma vie. Je suis sortie d'école, j'ai fait pâtisserie. Bon, ça n'a pas été pour moi. Ça a été une belle expérience quand même. Ensuite, j'ai fait un diplôme d'études professionnelles en décoration d'intérieur. Ensuite, j'ai fait une technique d'architecture et je me suis ensuite dirigée à l'université pour aller faire un baccalauréat en design de produits, design industriel, qui est le même métier. Dis-nous pourquoi tu as fondé Point Design. J'avais une volonté de faire transparaître mes idées et aussi, par mon parcours complémentaire, j'avais beaucoup de fonctions que je pouvais accomplir par moi-même en portant mon seul chapeau. Fait que c'était difficile de m'immiscer dans un concept qui était déjà existant. Donc, j'ai décidé de créer mon propre concept où j'offre un service complet, donc des plans de construction neuve à service de design d'intérieur jusqu'à la remise des clés aux clients, la petite décoration finale. Donc, c'est pour Très chouette, ça. Ouais. Elle nous dit la vision en même temps, tu sais, dans le fond, c'est vraiment... d'accompagner le client dans l'ensemble de son projet. Je suis capable aussi de décortiquer le projet, mais mon dada, c'est vraiment de l'accompagner de A à Z. C'est sûr qu'aujourd'hui, tu sais, on va te demander d'avoir ton chapeau de technicienne en architecture parce que je pense que c'est un métier que les gens voient gros ou alors qu'ils savent pas tant utiliser finalement. Non, c'est ça. Puis c'est toujours dur de savoir, bon, est-ce que ça me prend un architecte, est-ce que ça me prend un technologue en architecture, est-ce que ça me prend un designer? Fait que, tu sais, on trouve ça le fun, tu viens de comme faire un peu le palier des deux. Oui. Ouais, C'est comme j'ai l'impression que c'est tous des métiers qui sont des pièces de casse-tête, toutes s'embriquent un dans l'autre, tout a besoin d'exister, de coexister, cohabiter. Mais en même temps, on a vraiment chacun notre expertise différente aussi qui peuvent complémenter un projet. Puis parlant d'expertise, c'est quoi la différence la plus concrète là, entre un architecte puis un technologue en architecture? En fait, c'est vraiment en termes de loi qu'on va différencier les deux métiers. Un technologue en architecture peut se spécialiser peut faire des projets dans un contexte résidentiel. Donc, il peut être complètement autonome dans une construction neuve résidentielle, agrandissement, ajout d'étages et ce type de projet-là. Tandis que quand on va parler de trucs plus commerciaux, institutionnels, ben là, c'est là où le chapeau de l'architecte va rentrer en ligne de compte parce qu'en tant que technologue, on n'a pas le droit d'être 100% autonome dans ce genre de projet-là. Okay. On a besoin que l'architecte nous accompagne. On peut travailler conjointement avec l'architecte, mais on ne pourrait pas être autonome dans ce type de projet-là, tandis que l'architecte, lui, pourrait être autonome dans les deux types de projets. Donc, on pourrait faire trois, en fait, types de projets. Donc, commercial, institutionnel et résidentiel, lui peut être 100% autonome dans tout ça, tandis que nous, on est chapeauté par la loi des architectes quand on tombe dans une X dimension de maison, donc unifamiliale. Si c'est bâtiment, logement, c'est construction bois en bas de 3 étages. Donc, il y a quand même des lois qui nous différencient un et l'autre. OK, parfait. Puis, dis-nous, on a beaucoup d'auditeurs qui rénovent puis qui veulent savoir au niveau des permis de construction, qu'est-ce que ça prend? Ça prend quand même quelques documents. Ça se différencie d'une municipalité à l'autre, mais si on parle, mettons, de la Ville de Québec et, mettons, de la Ville de Montréal, parce que c'est les deux secteurs où moi, j'ai le plus travaillé, la Ville de Québec va demander des plans complets signés par un technologue en architecture si c'est dans un contexte résidentiel. Donc, dépendamment du type de projet aussi, des fois, la signature n'est pas nécessaire, mais c'est sûr que ça facilite toujours l'obtention du permis par la suite. Puis, dans ce cahier de plan-là, ben, ça prend le plan, s'il y a une partie existante, ça prend le plan de l'existant, le plan de l'agrandissement ou de la rénovation, les élévations extérieures, si ça affecte les façades extérieures, les choix de matériaux, souvent, dépendamment, parce qu'il y a d'autres types de normes qui s'appliquent dépendamment des municipalités et des secteurs.
Ça va aussi demander une expertise d'un ingénieur si on affecte la structure du bâtiment. Puis, il y a des documents à remplir fournis par la ville aussi pour obtenir le permis. OK, étant donné que ça a été vraiment vite. Oui, c'est ça. Ouais. Maintenant, je vais concrètement, Oui. là. Bon, je suis à Québec, je veux refaire ma cuisine. Ouais. Est-ce que j'ai besoin d'un permis? Pour seulement la cuisine, ce qui va être esthétique à l'intérieur de la maison, si on n'affecte pas le bâti, la structure, non. Mais à Montréal, j'aurais besoin. Ça dépend des secteurs. Montréal, c'est plus niché, c'est-à-dire que là, il y a des arrondissements sur l'île de Montréal, puis après ça, il y a OK. des municipalités, donc la Montérégie, les villes vont être vraiment régies différemment. C'est-à-dire qu'à Boucherville, j'ai pas besoin d'émettre la même chose que si je suis à Saint-Bruno-Montarville. OK. Moi, je vais revenir encore plus à la base Ouais. de Oui. la réponse. Une vue en plan, là, pour ceux qui le savent pas, Oui. parce que, tu sais, on s'entend, là, on est écouté aussi par des gens qui viennent d'acheter, admettons, leur Ouais. premier bien immobilier. Donc, une vue en plan, c'est une vue à vol d'oiseau. Ouais. Après ça, un plan de l'existant, dans le fond, c'est un plan du bâtiment existant là où il est. Il y a aussi les plans d'implantation, donc qui sont remis par l'arpenteur lorsque Exactement. on fait l'achat d'une propriété. Les élévations, en fait, c'est toutes les vues où on se place devant un côté du bâtiment puis qu'on regarde en 2D, Ouais, de face. exactement. En 2D. Donc, quand on change, admettons, là, des portes et fenêtres, mais qu'on garde les mêmes dimensions, on n'a pas besoin d'un permis. Non, Mais exactement. si on veut changer la belle fenêtre pour une grosse fenêtre encore plus belle, encore plus lumineuse, ben Ben là, on va on avoir a besoin le de choix. faire une demande de permis et d'émettre des élévations avec les nouvelles dimensions de fenêtres pour la ville. Bon, on décrit aussi, tu as les coupes de murs. Une coupe de mur, ben, on Ouais. va prendre ton ancien jargon de pâtissière. C'est comme si tu tranchais une coupe de gâteau. Exactement. Fait C'est parfait. on va voir les étages du gâteau si on le fait pour un gâteau, tandis que si on le fait pour une construction, on va va voir couper tous le les mur, puis détails. on va voir tous les détails, la composition de mur, parce que dépendamment si c'est un mur extérieur, un mur intérieur, et on peut avoir des coupe-feux, des isolants, des trucs différents. Donc, pour que tout le monde soit sur la même longueur d'onde, pour qu'on atteigne les normes spécifiées d'isolation, on n'a pas le choix de comprendre la composition du mur. Donc, à chaque fois qu'il y a un agrandissement, par exemple, une demande de permis, il faut fournir une coupe de mur. Exactement. Parfait. Puis, évidemment, on va y aller dans le basique, là. Si on fait tout simplement là, un aménagement de rez-de-chaussée puis qu'on change des fenêtres, ben, pas besoin de la coupe de mur. Exactement. Non, c'est ça, exact. Exactement. Combien de temps ça prend pour obtenir un permis? Et normalement, il faut prévoir au minimum entre 1 à 3 mois. C'est toujours plus réaliste si on va au maximum. C'est-à-dire qu'on se dit toujours 3 mois. C'est plus facile, ça permet de moins être rushé dans le processus de demande de permis, puis d'arriver au même moment que le contracteur va être prêt avec notre permis, tout va être seté. Tandis que si on prévoit un mois, qu'on fait rentrer dans notre planification le contracteur plus tôt pour qu'il commence son chantier, mais qu'on n'a pas obtenu notre permis, bien là, ça peut causer problème, puis ça peut causer des répercussions sur votre chantier. Fait 1 à 3 mois, dépendamment des municipalités et des secteurs. Il y a des villes comme sur l'île de Montréal où ça peut vraiment être plus long. J'ai déjà vu des 4 mois et demi, dépendamment. C'est sûr que, bon, moi, j'ai traversé la pandémie aussi où là, les délais étaient extrêmement longs. Mhm. Mais il faut quand même se dire que, dépendamment des secteurs, ça peut être plus long. La meilleure façon de savoir, c'est d'appeler votre municipalité, votre Puis de arrondissement, valider. puis de valider avec eux. Parce qu'il y a des places aussi où, comme à Longueuil ou à Saint-Bruno-de-Montarville, ça prend 2 semaines et demie. Puis des Oh. fois, c'est des journées précises qui vont se rencontrer. Fait que, tu sais, c'est Ouais, pas bien ça, long. ça va dépendre parce que c'est moins pour un permis général. Ça va Mhm. être plus quand on va parler d'un comité consultatif OK, ouais. géré par les citoyens ou un programme intégré. J'oublie tout le temps. Un Le pays. programme d'intégration architecturale. Exactement. Où ils vont devoir faire un consensus tout le monde ensemble. Donc, oui, ils vont se rencontrer une fois par mois. OK. Donc, ça va être une journée précise. Moi, j'aime le fait que tu parles du délai de permis, mais j'aimerais savoir, toi, du moment que tu embarques sur le projet, c'est combien de temps avant de pouvoir déléguer ce permis-là? Parce que c'est quand même une grosse étape. Puis des fois, on dirait que les gens vont comme embarquer sur le projet 4 mois, puis là, tu es comme pressé, puis c'est tellement le projet d'une vie, on veut pas se tromper. Exactement. C'est sûr que ça dépend toujours du type de projet. Si on parle d'une construction neuve, moi, j'aime bien dire aux gens de prévoir 1 an et demi d'avance pour qu'on prenne vraiment le temps. C'est un gros investissement, donc c'est le fun de pouvoir penser à tout et de ne pas se rusher dans nos réflexions. Fait que quand on parle d'une construction neuve, j'aime mieux qu'on prévoit plus de temps que pas assez. Quand on parle d'un agrandissement, on peut aller jusqu'à 6 mois avant le début du projet. Quand on parle d'un garage détaché ou un garage attaché qui est relativement simple, on sait que c'est un carré de temps par temps, pas nécessairement d'étage, pas de comble habitable. Comble habitable, on va parler d'un grenier où on peut entreposer des choses. Et là, on peut prévoir 2 mois. Tu sais, normalement, le délai, c'est on va parler du projet, on va prendre pour un projet simple, là, comme un garage, on va parler du projet, on va se rencontrer, première rencontre. Entre 3 semaines et 1 mois suivant cette rencontre-là, on va avoir la première émission de plan, donc plan préliminaire.
je vous le présente, et vous prenez le temps d'y réfléchir, je vous laisse entre vos mains 2-3 jours, on se rencontre via Zoom ou via en personne, on regarde s'il y a des commentaires à faire et ensuite, 2 semaines plus tard, normalement, vous avez le plan pour construction en main. Ça, c'est pour quelque chose d'ultra rapide. Après ça, si c'est quelque chose de plus complexe, construction neuve, ben là, il va y avoir beaucoup plus de back and forth, d'aller-retour entre vous et moi pour qu'on puisse discuter de vos envies, vos projets, votre façon de percevoir. Puis il y a aussi, vous avez une idée en tête avant que cette idée-là se rentre dans ma tête à moi, se verbalise de la bonne façon, mais il y a quand même des étapes à suivre. Dis-moi, à partir de quand un designer, en fait, quand un designer est dans le projet, dis-moi donc, c'est quoi les étapes? Parce que, tu sais, toi, tu as les deux, mais on travaille aussi ensemble à l'occasion. Donc, c'est juste de savoir, est-ce que le client doit appeler le technicien avant d'appeler le designer? Est-ce que c'est le designer? Tu sais, c'est l'œuf ou la poule. Oui, ben en fait, en effet, c'est comme l'œuf ou la poule, c'est-à-dire qu'il n'y a pas nécessairement d'ordre parfait. C'est sûr que idéalement, si vous voulez travailler avec les 2 corps de métiers différents, mettons, exemple, dans le cas où nous, on travaille ensemble, les clients, c'est des clients qui sont habitués de travailler avec toi ou qui avaient entendu parler de toi et ils veulent faire un agrandissement, ils veulent tes services pour le design intérieur. Ils ont commencé par t'appeler toi. C'était toi le contact premier. T'es arrivé, t'as fait tes plans, ton idée, t'as mis ça sur papier et ensuite, tu m'as contacté et on a travaillé ensemble pour que ce que toi, t'avais en tête fonctionne dans l'agrandissement que le client avait en tête. Donc, on avait vraiment travaillé conjointement. Dans le sens inverse, moi, je rentre, je suis, exemple, pas designer, j'ai besoin qu'un autre designer rentre sur le projet. Ben, ça va pas tarder. À partir du moment où je vais avoir fait mon préliminaire de plan d'agrandissement, ben là, je vais appeler le designer pour qu'il rentre sur le projet pour qu'on se parle puis que tout concorde, qu'on n'ait pas l'impression que c'était 2 têtes qui ont pensé à un espace, pour qu'on ait vraiment l'impression qu'il y a un amalgame entre les 2 idées. Parce que, tu sais, c'est sûr que tout dépendant de la fonction de la pièce intérieure, mais ça va aussi influencer sur la fenestration, ça va influencer sur ce que tu vois à l'extérieur. Donc, c'est clair que moi, je pense que les 2, c'est vraiment important qu'ils se parlent quand même assez rapidement là, dans le processus là, pour bonifier le tout, en fait. Oui, exact. Puis c'est surtout si le client va chercher 2 services qui sont complémentaires, bien, aussi bien faire en sorte qu'ils soient complémentaires jusqu'au bout, donc qu'on se parle sur l'ensemble de nos idées, tu sais. Exact. Tout à l'heure, tu as parlé du programme d'intégration architecturale. Il y a aussi les secteurs qui sont gérés par la Commission de l'urbanisme. Est-ce que tu peux nous expliquer les... Oui. Le programme d'intégration architecturale, en fait, c'est par arrondissement souvent, comme mettons à Saint-Émile, puis à Beauport, ça sera pas le même PIIA, puis même à l'intérieur d'un quartier, dans un même secteur, ça peut être un autre PIIA. Ce que ça régit, ça, en fait, c'est souvent la hauteur des bâtiments, les revêtements extérieurs, la couleur des fenêtres, la couleur des toitures. Donc, c'est pas parce que c'est votre propriété que vous pouvez en faire ce que vous voulez. Exact. C'est une drôle de façon de voir les choses, mais ça reste que c'est ce qui permet d'avoir souvent des quartiers très, très homogènes et uniformes. Donc, dans les quartiers plus cossus, mettons, c'est là où on va vraiment plus le remarquer, là, parce qu'à Québec, il y a beaucoup de quartiers qui sont éclectiques, mais dans les quartiers, si on s'éloigne un peu, le Bourgneuf, ce genre de trucs-là, on va avoir sur une même rue le même genre de bâtiment. Un minimum de 2 étages, façade en briques, demi-mur de part et d'autre en briques aussi. On n'a pas le droit de revêtement de vinyle ou ce genre de trucs-là parce qu'ils veulent aller chercher un certain standard dans leur construction. Mais c'est aussi parce que ça va jouer sinon avec toute la valeur de la maison. Exactement. J'avais dans une rue pas loin de chez nous quand j'étais jeune, un gros château, là, tu sais, mais à côté, il y a des petites maisons. Fait que, tu sais, veux pas, ça vient comme jouer sur la valeur des autres. Ils ont l'air encore plus petites. Exactement. Puis, il y a beaucoup de secteurs qui tendent à changer en ce moment. Il y a beaucoup de gentrification dans les secteurs, dans les quartiers, qui, ça rend la tâche plus difficile aux villes, aux municipalités d'avoir un programme comme celui-là parce que ça se passe super rapidement. Fait qu'ils n'ont pas le temps d'implanter quelque chose. Puis c'est là où on va voir des promoteurs qui vont construire des trucs qui vont comme faire compétition aux plus petits bâtiments autour. Fait qu'il y a des secteurs où le PIA est déjà intégré, puis il y a des secteurs où ça se travaille parce que justement, ça va super vite, puis on est comme tout dans un enjeu de justement immobilier, accessibilité à la propriété, là. On est tout là-dedans. Fait que je pense que le concept d'un programme architectural va être de plus en plus fréquent dans les secteurs municipaux et blablabla pour justement standardiser les propriétés. Mais on sait aussi qu'à Québec, dans le fond, la municipalité tend à construire en hauteur aussi. Fait que, tu sais, qui vont permettre, admettons, là, de transformer justement des bâtiments qui étaient unifamiliales, les raser, puis d'en faire des bâtiments à plusieurs étages. Fait que ça, ici, est-ce que ça rentre dans la commission de l'urbanisme? Ça va être de l'urbanisme, mais ça sera pas le PIA. Le PIA va vraiment traiter plus au niveau de l'aspect de revêtement de l'uniformité. Tandis que là, ça va vraiment être l'urbanisme au niveau des normes et des lois qui se sont imposées dans les secteurs
plus au niveau des Fait que hôtels. le PIA, dans le fond, c'est comme le 80% qui demande de matière noble sur la devanture de ta Exactement. maison. Exactement. C'est bon. Puis la commission de l'urbanisme, elle, La c'est... commission de l'urbanisme, c'est le programme qui vise à protéger, dans le fond, un certain type de bâtiment. Comme à Québec, on a le quartier Montcalm, mettons, où il va y avoir beaucoup de propriétés qui doivent d'être conservées parce qu'ils ont une propriété. Patrimonial. Exactement. Ben, ils sont pas patrimoniaux. C'est ça le truc, c'est qu'ils n'ont pas l'appellation patrimoniale, mais la ville veut quand même protéger un certain cachet et encore une fois, dans un souci d'uniformité. Donc, exemple, j'avais eu un appel il y a quelques temps déjà. Les gens voulaient transformer une pièce à l'intérieur de leur maison. Pour ce faire, ils voulaient agrandir une fenêtre. On était au 3e étage d'un immeuble à logement. On ne pouvait pas agrandir la fenêtre parce que sur le côté, on perdait l'uniformité des 3 petites OK. fenêtres de la même dimension. Ça, c'est géré par un CCU. Mhm. Ça aussi, dans le fond, un CCU, dépendamment des arrondissements, il y a une partie qui est gérée par l'urbanisme de la ville et il y a une partie qui est citoyenne. Ouais. Donc, c'est pas partout pareil, mais il y a beaucoup de villes où il y a une partie qui est citoyenne. Donc, il va y avoir un premier OK de la part de la municipalité et ensuite, il va y avoir un rassemblement citoyen, partiellement citoyen parce qu'il va aussi y avoir des gens de la ville, mais où ils vont émettre un OK ou un non. Puis souvent, c'est là où, dans la demande de permis, quand on a un CCU, on va avoir besoin d'émettre un 3D couleur. Pour qu'ils le visualisent bien, parce qu'en Exactement. plan, c'est pas clair pour Exactement. les gens. C'est pas toujours... Exact. Fait que c'est pas toujours... Nécessaire. absolument... Posé. C'est ça. Puis c'est pas toujours absolument un 3D. Des fois, ça va être une façade, ça peut être un 2D un petit avec peu de couleur. couleur. Mais il faut que les gens qui, justement, les citoyens, qui n'ont pas l'habitude de traiter des plans, soient capables de visualiser là, de quoi ça va l'air. Il y a aussi la commission de l'environnement, on le voit à Sainte-Brigitte-de-Laval, Avec le notamment. moratoire de l'eau et tout. Exactement. Ça, est-ce que tu es familière avec ça? J'ai pas eu de projet où j'ai eu besoin de traiter, mais en même temps, je pense que, on est de plus en plus sujet à être conscient de ce qui se passe autour de nous et à protéger ce qui se passe. Il y a toujours les bandes riveraines, il y a toujours la nappe phréatique qui doit être traitée aussi. Fait que je pense que dans la logique des choses, c'est une volonté de conserver ce qui se passe autour de nous. C'est un pourcentage de végétation à respecter sur ta superficie globale de terrain en fonction de ton habitat. Fait que c'est pour l'avoir fait. On apprend toujours quelque chose. Merci, Amélie. C'est le moratoire de l'eau. Puis c'est vraiment un principe que si tu n'as pas assez d'arbres sur ton terrain, tu ne draineras pas assez. Fait qu'il va y avoir un risque aussi. Au niveau de l'inondation, au niveau de des dégâts d'eau. Ouais. Bon, ça revient un peu à la bande riveraine naturelle où on doit Exactement. protéger la faune et la flore. Donc, mettons, on est sur le bord d'un lac, il y a 4 pieds de quenouilles, on peut pas décider qu'on coupe les quenouilles pour le plaisir. Non. Fait que tu peux avoir une grande forêt chez toi, mais il faut vraiment que tu valides ton pourcentage que tu as le droit de surface non végétale arbustive. C'est assez clair. Oui. Est-ce que où est-ce qu'on peut avoir l'information à savoir si notre habitation est gérée par tel ou tel organisme? Sur le site des villes, de plus en plus, les villes et municipalités ont des cartes interactives. Donc, sur les sites Internet, souvent, il y a l'onglet carte interactive. Il suffit d'entrer l'adresse du bâtiment. Puis, si vous êtes incertain, si vous n'êtes pas capable de bien comprendre, décortiquer l'information parce que ça reste un jargon qui est quand même précis, ben, il y a toujours les numéros qui vous permettent d'appeler directement à la ville, à l'urbanisme. À Québec, c'est le 311, vous faites le 311, puis ça vous permet d'accéder directement à l'urbanisme, puis d'aller chercher directement l'information avec la personne qui s'occupera éventuellement de votre dossier. Il n'y aura pas d'ambiguïté là, à ce moment. Super. Puis, dis-moi, depuis 2020, je répète pas qu'est-ce qui s'est passé. On n'en parle pas. Il y a beaucoup de familles, en fait, qui ont fait l'achat de maisons unifamiliales, puis qui ont voulu, en fait, transformer leur maison en bigénération pour accueillir leur parenté. Est-ce que c'est toutes les maisons qui peuvent être transformées en bigénération? Bon, en théorie, oui. En pratique, non. Encore une fois. Puis d'abord, c'est quoi un logement bigénération? Un logement bigénération, dans le fond, c'est une partie adjacente à la maison ou existante à la maison qui va être transformée pour accueillir un membre de la famille. Qui n'aura pas nécessairement besoin d'avoir une adresse différente parce qu'il va avoir une porte qui va se jumeler entre les deux. C'est important. Ça, c'est vraiment important. C'est important de garder en tête que pour que ce soit traité comme un bigénération au niveau des municipalités, au niveau des subventions aussi, parce que vous pouvez obtenir des subventions, il faut qu'il y ait une porte entre les deux logements. Comme ça, c'est pas traité comme deux logements séparés, ça devient une entité, mais sachant qu'il y a deux familles, mettons entre guillemets, qui vont habiter sous un même toit. Fait que, et c'est pas tous les arrondissements? Non, exact. Et surtout dans la ville de Québec. Les autres places, ça fonctionne pas exactement de la même façon, mais c'est pas tous les quartiers, arrondissements qui permettent un ajout de bigénération.
surtout si le bigénération est visible de la rue. OK. Fait que si c'est vraiment, mettons, d'un côté ou de l'autre de la maison, ben ça va changer l'uniformité du quartier. Fait qu'il y a ça qui ne permet pas tout le temps. Puis, ouais, dans le fond, c'est ça. Il n'y avait pas d'informations complémentaires. Ben, je me blâme. Ben, en Tu fait, me- excuse, mais c'est parce que les bigénérations, ça peut être aussi, tu sais, d'un étage Oui. à un sous-sol. Ouais. Puis là, dans le Mais fond, avant même de parler de ça, moi, c'est les coupe-feux. Tu sais, je suis toujours un peu perdue Ouais. avec les murs coupe-feu, là. Ouais. C'est-tu Quand est-ce que ça en nécessaire? prend? Ouais, ça en prend ça? Ben, les en fait, générations? ça dépend comment il est construit le bigénération. Oui, ça en prend toujours un. OK? Pour la municipalité, pour la. Faut pas cogner, parce que sinon, vous allez avoir mal aux oreilles. elle est fougueuse, Elle s'est cette retenue. enfant, elle est fougueuse. Je suis allée avec un petit peu de retenue au bout. Mais Fait oui, que ça en c'est prend toujours un. nécessaire. Puis en même temps, c'est une bonne chose parce que oui, au départ, vous allez vous dire, OK, J'habite ça, la même maison. ça coûte plus cher, c'est pas grave, j'ai la même. Mais dans le fond, le but de tout ça, c'est de vous protéger puis de protéger vos proches. Mhm. Tellement. Fait que, qu'est-ce qu'une cloison coupe-feu? C'est une cloison qui va permettre d'avoir une résistance supplémentaire à un feu. Exemple, justement, un bigénération. On a les grands-parents qui habitent d'un côté, la famille avec les enfants de l'autre côté. Il y a quelque chose qui se passe du côté des grands-parents. Il y a un feu. Eux sont capables d'évacuer parce qu'ils sont sur un même étage. Mais là, vous, votre famille est dispersée sur 3 étages. Si j'ai Ouais. pas de cloison coupe-feu, le feu va se propager super rapidement de votre côté. OK. Si j'ai une cloison coupe-feu de 45 minutes, ben on va avoir 45 minutes pour évacuer l'autre côté de la maison. Mhm. Donc, c'est pour ça qu'ils nous demandent d'avoir ça. C'est aussi important, oui, ça prend une porte entre les deux, Oui. mais la porte, elle aussi, doit être coupe-feu. Voilà. Exact. Quand justement le bigénération est dans un sous-sol, par Ouais. exemple, qu'est-ce qui doit être coupe-feu? Ben, on peut traiter le plafond coupe-feu, en fait, avec On différents... peut ou on doit? On doit. Ça serait à valider. Je Ok, préfère pas parfait. m'avancer sur cette information-là. D'après moi, on doit. Dans la logique des choses, d'après moi, on doit. Puis dans le fond, ça va être dans la composition de toiture, ben de plafond. Mais est-ce que C'est ça. quand c'est un sol, ça devient c'est encore un bigénérationnel ou c'est Oui. un logement, Ben- un logement à loyer, mais que S'il n'y a pas de porte entre les deux, ça devient un logement. S'il y a une porte entre les deux, c'est traité Ok. comme un bigénération. Ouais. Puis dans le fond, c'est les mêmes exigences si on a un logement ou si on a une bigénération, excepté la fameuse porte qui doit Il communiquer. y a aussi entre les deux. coupes-feux. Dans le fond, quand c'est un bigénération, on est à 45 minutes. Puis quand c'est un logement, ça va être 1 heure. Puis dépendamment de la superficie du logement, ça peut être supérieur à 1 heure. OK. Donc, on a la porte et la cloison coupe-feu qui vont être la différence majeure si on parle d'un logement indépendant ou d'un bigénération. Puis D'accord. vu qu'on est déjà dans le sous-sol, Ouais. est-ce qu'il y a des exigences quand on veut aménager, admettons, un logement au sous-sol au niveau de la hauteur des plafonds? Oui, il y a une exigence. Il y a aussi un gros bon sens, je pense, parce que, dans le fond, la façon que la norme et la loi est formulée, c'est qu'il doit avoir au minimum 50% de la hauteur totale hors sol. Donc, OK. mettons que j'ai 8 pieds de plafond, mais je dois avoir 4 pieds qui est En hors dehors. sol. Ça voudrait dire, dans le fond, si on prend cette formulation-là, que je pourrais aller à 7 pieds puis avoir juste 42 pouces hors sol. Mhm. Mais après ça, est-ce qu'il y a quelque chose d'intéressant d'habiter dans une maison qui a juste bas. 7 pieds de Ouais, c'est plafond? ça. Puis après ça, si c'est une zone qui est à 7 pieds puis le reste qui est à 8 pieds, tu sais, c'est de Ouais, voir aussi. C'est comme discutable. Exactement. Puis, mettons, en parlant de hauteur, ben, on parle aussi des fenêtres. Mettons, une chambre, autant que ce soit un logement qu'une chambre dans un sous-sol, parce que, tu sais, mettons, moi, quand mes filles vont être grandes, ben, je veux les descendre au sous-sol. Ouais. Je veux libérer en haut. Oui, puis même nos clients. Nos qui clients nous le demandent appellent, souvent, puis des fois, ils n'ont pas nécessairement la bonne fenêtre, mais c'est dur de savoir exactement c'est quoi la bonne fenêtre pour une En chambre. fait, la bonne fenêtre, c'est la fenêtre qui répond à la norme egress qui stipule qu'il doit avoir, j'ai un blanc de mémoire, 2,5 Ouais, je pense que c'est... mètres de superficie ouvrante de la fenêtre. Donc, il faut absolument que ta fenêtre soit traitée comme une issue de secours. En Mhm. fait. C'est vraiment ça qu'il faut garder en tête. Là, les chiffres exacts, Faut c'est qu'un corps soit capable de sortir. exactement. Donc, ça veut pas dire que si tu as une fenêtre, mettons, coulissante, si elle est séparée en deux, mais qu'elle a la grandeur désirée, c'est-à-dire le 2,5 mètres de superficie, il faut que ce soit la superficie ouvrante. Donc, pas juste la superficie totale de la Mhm. fenêtre. C'est Fait ta que c'est- vitre. Exactement. Fait que c'est là où il faut différencier si on va avec une fenêtre qui glisse ou une fenêtre à battant ou une fenêtre à guillotine. Ouais. Là, ben, ça va nous permettre d'aller chercher une plus grande section ouvrante si, mettons, on est à battant plutôt que si on est une fenêtre coulissante. Mhm. C'est sûr que, admettons, là, mon chum, il faudrait qu'il fasse prend des un plus petit grandes fenêtres. programme, mettons. Ouais, c'est Ça ça. aura des plus grandes fenêtres. Faudrait un petit programme.
Pas parce qu'il est gros, c'est parce qu'il est musclé. Oui. Tu sais, ils sont pas tous gros. Non, mais peut-être. puis c'est sûr que dans la logique, c'est pas tous les largeurs d'épaule qui vont passer dans cette superficie ouvrante-là. Exact. Mais la norme qu'on appelle egress, on fait une norme, une moyenne des dimensions des personnes. Puis ils ont jugé que dans cette dimension-là, la majorité des gens étaient capables de ça. Bon, étant donné que tu as l'air de savoir pas mal tout sur les fenêtres, je vais t'en poser d'autres. Parce que je trouve que c'est l'élément qu'on veut toujours avoir la plus grande ou, tu sais, aller chercher le maximum de notre pièce. Fait que, mettons, sous-sol, là, souvent, tu es pris avec l'espace Ouais. à cause d'une fenêtre. Ouais. À l'étage, des fois, dans une chambre, tu aimerais ça avoir une grande fenêtre, mais tu peux pas. Je pense qu'il y a des restrictions au niveau Il y a des si t'es à l'étage. Oui, exact. Il y a des restrictions, dans le fond, une fois que tu es au 2e niveau, dans le fond. Ouais, donc, pas au rez-de-chaussée, Non, mais à exactement. l'étage. Il faut que tu t'assures que les gens puissent pas sauter pour le plaisir en dehors de ta fenêtre. Oui, on fait ça tous les fins de Ben oui. semaine. Ouais. Donc, un peu comme une rambarde, il faut pas qu'il y ait de section ouvrante en bas de 3 pieds. OK. Fait que ta fenêtre peut aller jusqu'au peut aller sol. plus bas, mais elle serait fermée. Exactement. fixe. Donc, il y aurait le battant qui commencerait à 3 pieds du sol. Ou alors, ça prend un balcon avec une rambarde. Exactement. Mais pas nécessairement un balcon, ça peut être juste une rambarde qui... On voit ça Oui, maintenant en là, dans Europe. les... Oui, ouais, oui. exactement. Un petit balcon à la Roméo et Juliette. Là. Ah. J'aimerais ça, moi, un petit balcon. Ben pour oui. Roméo et Juliette. Roméo! Ouais, Petit ah, Roméo! Dis-moi, là, moi, j'abandonne les fenêtres, là. Je pense que c'est Ben assez. non. OK, vas-y. Non, voyons donc. Qu'est-ce que tu veux Amélie, elle a savoir une de passion pour les fenêtres. Ouais. Ben, on Pour peut les le dire, laver, chalet. Ah oui, les laver. Tu laves ça pendant des fenêtres? T'appelles quelqu'un qui se spécialise là-dedans. Ça prenait vraiment une technologue, hein? Oui, c'est ça. Fallait la faire venir pour savoir comment nettoyer des fenêtres. Non, mais pour vrai, en fait, tu sais, on a souvent maintenant les chalets, tu sais, les deuxièmes propriétés. Ouais. Puis, pour vrai, les gens vont aller fenestrer ça à la grandeur avec des toits cathédrales. Ouais. Les fenêtres, là, avec les pignons en triangle, là, c'est quoi ça demande comme structure? Ça doit être assez gros, là, assez structurel. Ben, en fait, les gens ont souvent l'idée que la fenêtre va pouvoir aller se coller Oui. au toit, tu sais, mais Mm. ça fonctionne malheureusement pas comme ça, mais en même temps, malheureusement, puis pas parce qu'une fois que c'est construit, on s'en rend pas compte. C'est juste qu'il faut être conscient que normalement, on a une structure d'au minimum 24 pouces d'épais. Il faut prévoir au minimum sous cette structure-là un 6 pouces pour pas que la fenêtre soit collée directement sur notre plafond à l'intérieur de la maison. OK, Là, on parle donc, du toit puis de l'entrée. c'est ça. Donc là, tu as la toiture, tu as le plafond apparent, admettons, pour un toit cathédrale, puis on est 6 pouces en dessus. Exactement. OK, donc ça fait un 30 pouces Exactement. entre ta toiture que tu vois à l'extérieur et le début de ta fenêtre. Exactement. Puis encore une fois, tu sais, chaque projet peut être spécifique. Il y a des entrepreneurs, dépendamment du type de fenêtre qui est installé, qui sont à l'aise qu'on les colle un petit peu plus haut. Tu sais, si on a des fenêtres sans cadrage, on peut les mettre un petit peu plus proches, dépendamment des types de construction. Si on est dans quelque chose d'ultra moderne, mais là, on peut regarder aussi, là, jouer avec ça, mais c'est toujours important de s'informer auprès de votre technologue ou auprès de votre entrepreneur. Ben moi, je vais me renseigner auprès de notre technologue. Ben oui. Est-ce qu'on est capable, admettons, dans un salon avec un plafond bien droit, bien plat, de le transformer en cathédrale? La réponse sera toujours oui. Mais... À quel prix? Ouais, c'est Ouais, ça. c'est ça le truc. Parce que souvent, les maisons qui ont un toit déjà plat, les structures, les comptes, ne sont pas faits pour être habitables, donc ne sont pas faits pour être ouverts. Parfait. Donc, oui, c'est possible de le faire, mais il faudrait changer toute la structure de toiture. Ou alors, si c'est des maisons, admettons, avec un 2e étage, puis que les gens sont prêts à condamner une section du 2e étage, ça pourrait être C'est envisageable. possible de le faire, mais ça ne sera pas un cathédrale plein. Ça veut dire qu'on n'ira pas chercher nécessairement quelque chose en pignon complet. Ben ça, oui, on pourrait aller chercher une pointe pleine, mais on n'aura pas, mettons, la même hauteur totale. Oui, total, Je comprends. C'est ce que je veux dire. Parce que si on veut quand même garder une partie viable à l'étage, puis on ne peut pas amener le plafond au toit du 2e étage. Je comprends. Par contre, si c'est un agrandissement, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème parce qu'on va prévoir en plan à ce moment-là, puis on va calculer les trosses en bon français en conséquence. Puis, si mettons, parce que là, on parle de toit. Oui. Il y a eu un gros boom pour les toits plats. Oui. Mais c'est quoi ça demande exactement? Tu sais, c'est-tu le 24 que tu disais tantôt? Est-ce que c'est plus? La composition... Quoi je fais avec la neige? La composition est différente. C'est-à-dire qu'on peut aller avec un toit qui va être complètement pas plat, comme on voit plus dans les bâtiments, justement, commerciaux ou industriels. On en voit de plus en plus quand même dans le résidentiel, qui va nécessiter une toiture en membrane. Donc, sa composition en dessous est un peu différente.
l'épaisseur peut varier, mais l'épaisseur totale va toujours être calculée selon la structure qui, lui, va être calculée selon l'ingénieur. Fait que ça peut varier, mais je voudrais, si vous gardez en tête qu'il y a toujours un 18 à 24 pouces d'épaisseur de structure, vous partez avec une bonne idée là, déjà en tête. Puis après ça, c'est ça. La composition de ces toitures-là, si on va avec quelque chose de complètement plat, il faut savoir qu'une toiture plate ne sera jamais complètement plate. Même si elle a une membrane dessus, elle va toujours avoir une pente. Soit une pente d'un côté, soit une pente vers l'arrière, ou sinon, on va faire un drainage par le centre. Si c'est impossible d'aller chercher les pentes d'un côté ou de l'autre. Si on fait un drainage par le centre, bien là, il ne faut pas oublier que ça passe aussi dans la maison. Fait qu'il faut que tu fasses un espace supplémentaire. Il faut le prévoir, exactement. Sinon, il y a maintenant une nouvelle façon de traiter les toitures plates, c'est dans le fond de les tricher. Donc, on va faire en sorte que, mettons qu'on va avec la petite toiture de l'entrée, bien, on va faire en sorte que de la rue, on a l'impression qu'elle est plate. Donc, on va aller chercher une façade plus épaisse. Exactement. Mais on va aller chercher quand même une pente minimale de 3 dans 12, donc 3 pouces pour 12 pouces pour aller chercher un écoulement naturel des eaux quand même. Et pour pas qu'on ait à aller pelleter ce petit toit-là. Et moi, je vais revenir à mon toit cathédrale. J'ai besoin de hauteur, de lumière. Est-ce qu'on a des restrictions au niveau de la hauteur du cathédrale? Ah oui. Bonne question. Je dirais non. En fait, il faut que ça respecte la pente de toit et il faut que ça respecte ton toit existant aussi, je pense. Exact. Puis, dépendamment des municipalités aussi, on a une hauteur totale de maison. Ouais, exact. Pour la plupart, c'est 9 mètres. Exact. Ouais, c'est ça. Il y a des quartiers où ça change un peu, dépendamment aussi de la gamme du quartier. Là, mais ouais, j'avais été surprise dans un projet, j'avais voulu venir intégrer un élément plus haut, puis c'est ça, tu n'as pas le droit avec la partie existante d'être plus haute, fait qu'il faut ça que ce soit égal ou plus bas. Fait que puis ça peut vraiment rien. Ça peut aussi se tricher, c'est-à-dire si on part d'une construction neuve, bien là, ce 9 mètres-là est toujours calculé par rapport à la hauteur de la rue. C'est ça. Donc, ça peut toujours être on peut toujours tweaker des toujours trucs, mais normalement, 9 mètres, c'est aussi une bonne hauteur. Là, c'est comme près de 30 pieds de maison. Là, fait qu'on n'est pas en reste là, avec cette hauteur-là. C'est une belle hauteur. Ouais. C'est touché avec les maisons, avec les styles farmhouse en ce moment, parce que ça prend vraiment une pente très, très haute. Ouais. C'est limité un peu plus avec... mais c'est là où on va peut-être travailler avec un toit mansardé à l'intérieur. C'est ça. Fait qu'il faut garder ça en tête. C'est-à-dire que oui, on peut avoir l'effet de hauteur à l'extérieur, mais ça va peut-être amputer ce qu'on veut faire à l'intérieur. Ouais. J'ai une question concernant les délais. On aime ça, là, savoir peu là, pour que ce soit toujours plus réaliste. Là. Mais pour commander des fermes de toit, c'est quoi les délais pour les recevoir à partir du moment où tu les commandes? Puis c'est quoi, dans le fond, les étapes pour placer des commandes de fermes de toit? Normalement, ce que je veux dire à mes clients, c'est à partir du moment où on a la version pratiquement finale, il faut prévoir un 6 mois. C'est-à-dire qu'on va envoyer la première version de plan à notre fournisseur de structure de toit. Puis lui va pouvoir signer, sceller les plans par l'ingénieur. Ça, c'est la première étape pour assurer que ce que la technicienne a prévu est concordant avec le projet. Ensuite, il va pouvoir sortir la soumission. Vous allez pouvoir accepter la soumission, négocier la soumission. Et ensuite, lui va, dans son cahier de charge, vous prévoir une place dans son agenda au moment de la construction de la maison. Mais je dirais qu'un délai de 6 mois, c'est pas de trop. Il y a certaines places où c'est moins long. Mais depuis la pandémie aussi, c'est toujours bien de prévoir plus que pas assez. Puis, mettons, il y a beaucoup de personnes qui vont mettre la charrue devant les bœufs, là. Est-ce que, tant que tu n'as pas une confirmation de date pour les trosses, tu pourrais commencer à couler ton béton? Tu sais, y a-tu... Toujours touché, ça. Oui. Parce que c'est pas rare qu'il y ait des délais. La réalité étant celle dans laquelle on vit, les matériaux, les gars, la main-d'œuvre, la température, il y a tellement de trucs qui peuvent affecter que c'est difficile de se dire, ben on va couler. Si tu veux couler, vas-y, mais sache que ça prenne du temps. Exact, puis sache que tu peux ne pas avoir ta structure de toit au moment où vous l'aviez prévu, donc que tes fondations restent béantes pendant un moment. Moi, je vais te poser une question là, des plus anodines, mais pourtant, tu sais, des trosses de toit pour un toit avec des pentes, ça tombe sous le sens. Est-ce qu'il y a des trosses de toit aussi qu'on commande pour des toits plats? Bien, en fait, tu peux toujours commander la structure, comme tu peux commander des murs. Préfable. Mais c'est possible aussi de le faire sur chantier. Donc, on épargne des délais, on épargne des coûts et c'est fait par la même personne, donc par la même équipe. Donc, ça facilite aussi les communications et la concordance de tout le projet. Parce que ça, ils vont faire les dessins techniques, fait qu'ils peuvent te remettre comme un
un casse-tête, si on peut dire, là, de ce Exactement. qu'il faut que tu fasses comme trosse. Exactement. Fait que ça peut être fait sur place. Je pense que c'est toi qui as Oui, fait mon des gens. beau-frère a fait ça. C'était assez impressionnant à voir. Là. Ça, c'est quand même gros, là, une Ouais. trosse. Ouais, ouais. Moi, je les ai vus toutes arriver, mais là-bas, ils ont monté. Fait que c'était quand même le fun de voir le parallèle des deux. Fait qu'on s'entend que des gens qui veulent faire, admettons, une autoconstruction avec un toit plat, c'est pas des solives là, qu'on utilise Non. pour faire le toit. Non, mais Ça tu sais, il faut le prend- préciser. Oui, là. ça prend une Ça te structure prend des adéquate. entrevoirs, là. puis tout, ouais, c'est pas de Exactement. structure. Parce que là, je vais sortir un mot du jargon, il faut prévoir les contreventements. Donc, le contreventement, c'est quand on a deux murs ou deux parties d'une maison, il faut s'assurer qu'elles ne vont pas collapse vers l'intérieur ou Bêcher. collapse en français. S'effondrer. S'effondrer. Merci, Stéphanie. Bêcher. Ou tendre d'un côté Ouais. ou de l'autre. Donc, il faut prévoir la structure en conséquence. Exact. La question qui revient souvent, puis les gens, les gens sont toujours très, très frileux parce que tout le monde pense qu'il y a des murs porteurs partout chez eux. Est-ce que toutes les maisons ont des murs porteurs? Non. On a connu une vague, là, surtout au Québec, là, entre le milieu des années 70 et le milieu des années 80, où on n'avait pas nécessairement de murs porteurs. C'est dépendamment de la largeur et de la profondeur de la maison, on parle d'autour de 25 pieds, la maison va être autoportante. Donc, pas tout le temps. La meilleure façon de le savoir, c'est de faire un petit trou dans le toit ou d'aller voir au sous-sol. Toujours en consultant un expert, donc un technicien ou un ingénieur, même que moi, en tant que technicienne, je m'assure toujours, je fais un premier tour, Dépistage. un premier dépistage, exactement. Et là, je regarde ce qu'on peut relever comme drapeau. Puis, s'il y a quoi que ce soit, ben, je fais quand même rentrer un ingénieur dans le projet. Donc, avant même qu'on fasse tomber quoi que ce soit, on a déjà une idée de ce qui se passe dans les murs, dans les plafonds, puis de ce qu'on doit prévoir. Donc, si on doit renforcer une structure parce qu'on veut ouvrir, puis là, c'est là où on voulait, je voulais vous parler de l'ajout d'une poutre. Ouais. C'est parce que des fois, on veut ouvrir complètement, ben là, il faut prévoir une poutre, il faut prévoir un dégagement au plafond aussi, autour de 14 pouces. Dépendamment de la poutre aussi, on a des portées différentes, donc 14 pieds. Puis si on veut aller au-dessus de 14 pieds, parce que si on s'en tient à 14 pieds, on va parler d'une poutre en bois. Ouais. On peut aller avec une lame collée. Si on veut aller au-delà de ça, on va parler en bon français, un H-beam d'acier. Ouais. Donc, une poutre en H en acier. Merci pour ton bilinguisme. Mais non, mais là, en même temps. Voilà. Fait que, puis là, c'est sûr que quand on parle d'une poutre d'acier, ben, l'installation, la façon de l'intégrer est un peu différente. Fait que c'est vraiment de prévoir en amont qu'est-ce qu'on peut en faire, puis comment on peut l'installer. Puis ça va faciliter là, toutes les étapes suivantes du projet. Donc là, le secret, c'est de retenir ce numéro. Le chiffre du jour est 14 pieds. Oui. 14 pouces, 14 pieds. Oui, exact. Puis c'est sûr qu'il y a aussi un bon indice pour la structure des murs, c'est vraiment d'aller voir au sous-sol. Parce que si on a une colonne au sous-sol, bien souvent, on a une colonne à la même place en haut. Là, c'est sûr que dépendamment de l'âge de la maison, des fois, les colonnes ne se suivent Non. Donc, on peut avoir une surprise, mais ça donne quand même un gros indice là, de ce qui se passe Puis dans le mur. souvent, c'est vraiment quasiment dans le centre de la maison. Fait que, exactement. Si tu regardes un peu, tu vas voir des murs qui s'enlignent comme tout back à back. Il y a peut-être des coupures, mais c'est souvent tout en ligne. Puis, tu sais, dans Limoilou, il y a quasiment tous les murs qui sont porteurs. C'est pas compliqué, là. C'était là. C'est le couloir au complet est porteur. Oui, mais c'est sûr que si c'est quelque chose de très, très, très profond, mais je pense que là, surtout si c'est surtout dans les Limoilou, c'est dans les Limoilou, c'est souvent des triplex ou des duplex, fait que oui, ils vont avoir renforcé les structures. Ben, il était pièce sur pièce aussi dans le temps, là, fait que c'est... Puis c'est encore une fois, il n'y a pas nécessairement de sous-sol, mais il y a souvent une cave, fait qu'on va aller voir des beaux empattements faits de façon artisanale. là. Mais ça donne quand même l'indice de ce qui se passe en haut. Là. Exact. Mais si vous voulez savoir si ça tient aussi, là, vous faites juste vous accoter sur la poutre au sous-sol. Si elle est lousse, ça tient rien. Fait que peut-être avant d'investir à faire tomber un mur, il faudrait investir à renforcer l'espace en bas. Mais à Montréal, parle-nous un peu à Montréal, tu sais, comment ça se passe, quel type de structure tu vois, tu sais, dans les rénovations que tu as pu. Ça ressemble beaucoup à Limoilou, ce qui se passe sur l'île hein? de Montréal. C'est drôle parce que j'ai eu un chantier qui commençait en début de semaine, puis justement, là, on a ouvert des murs, puis c'est justement les mêmes époques là, que je pense que celui-là, 1943, cette bâtisse-là. Puis, on a voulu vraiment déplacer un mur de salle de bain. Finalement, je me suis fait appeler, puis c'était pas possible de le faire. Il y avait une structure qui était là qu'on n'a pas vue, qu'on n'a pas flaguée d'avance. Fait que là, ben, on m'a appelé, on m'a demandé qu'est-ce qu'on fait avec ça, comment on s'organise. Donc là, on a finalement fait un décroché pour pouvoir respecter la structure. Fait que c'est sensiblement pareil à ce qui ressemble à Québec.
Donc, du pièce sur pièce, encore une fois, dans les sous-sols, on peut avoir des belles surprises de structures artisanales ou qui datent. Mais C'est quoi l'ouverture qu'on a le droit de prévoir, l'ouverture maximale qu'on a le droit de prévoir dans un mur porteur? Ah ouais, sans enlever comme le mur au complet. Puis sans avoir à renforcer avec une poutre. je dirais autour de... C'est dur à dire parce que ça dépend Ça dépend vraiment comment Ouais, il est exactement. Puis, chargé. tu sais, moi, je suis pas une experte en calcul de charge. C'est-à-dire que je suis capable de le faire, mais souvent, cette partie-là, je la délègue pour être sûre que tout tient. Mais c'est sûr que moi, je m'aventurais difficilement au-dessus de pieds, là. Je pense que... OK, mais 10 pieds, Ah, c'est je quand m'attendais même à gros. 6. Ouais, moi aussi, Ouais, je m'attendais ouais. à 6. Mais encore une fois, ça dépend des charges, ça dépend de ce qui se passe en dessous. Si c'est une maison, un bungalow, un étage, c'est une chose. Si on est dans un triplex 3 étages, c'est autre chose. Fait que c'est là où ça prend toujours un expert qui va valider. Mais, tu sais, on peut espérer, tu sais, il y a comme une lueur d'espoir Ouais, pour tous ces gens. ouais. Là, j'espère qu'il y en aura pas trop de déçus, là. Mais tu sais, Mais l'espoir, ça garde en vie. Fait Oui, qu'on c'est est ça. mais tu sais, la meilleure façon, c'est vraiment de demander à un ingénieur. Ouais. Parce que c'est lui qui va pouvoir confirmer. Ouais. Puis souvent, quand vous faites affaire autant qu'une designer qu'avec un technologue, on va avoir fait des plans. Fait que c'est de remettre les plans à l'ingénieur, puis il peut les confirmer. Ou à l'entrepreneur qui Ou à travaille l'entrepreneur. forcément avec un Ouais. ingénieur aussi. Exact. Ouais, exactement. Puis souvent aussi, les designers ou technologues avec qui vous travaillez, ils ont des contacts aussi. Oui. Ils ont un entrepreneur avec qui ils ont l'habitude de travailler ou un ingénieur aussi, fait qu'ils peuvent Ben, vous accompagner. il y a même de plus en plus des jeunes entreprises, entrepreneurs qui ont l'ingénieur à même Oui, c'est ça. tu sais, ou qu'ils sont eux-mêmes. Fait que, tu sais, ils ont l'expertise complète. Fait que c'est quand même Puis, tu sais, intéressant. moi, j'offre à mes clients aussi, si vous leur remettez les plans techniques de construction. Si l'ingénieur a des questions, il peut me parler directement. Ben oui. Ouais. C'est vraiment beaucoup plus simple que d'avoir plein d'intervenants. Puis là, Ouais. on fait du bouche à oreille, on parle l'information en cours de Oui, route. puis je veux dire que le client soit intermédiaire, des fois, ça peut être une source de stress parce que c'est un vocabulaire qui est complètement hors Exactement. de sa portée ou Puis c'est peu rare aussi, là, on va se le dire. Là. parler de structure. Puis Le souvent client est aussi, le toujours client, un peu il stressé, voit là. les discussions de structure avec des signes de dollars. Oui. Des fois, ça Ah n'a oui, pas oui. nécessairement, ça n'a pas de concordance nécessairement. Fait que c'est bien d'avoir un intermédiaire deux personnes Ouais. qui connaissent ça puis qui sont capables de dédramatiser d'emblée avant d'amener l'information au client. C'est parfois une bonne chose. Toi, en tant que technologue, est-ce que tu fais les choix de revêtement extérieur? Oui, je peux accompagner le client dans ces choix-là. C'est sûr que il y a une notion esthétique, c'est-à-dire que je vais choisir au niveau de l'esthétisme, au niveau du mieux de mes connaissances, mais on va souvent faire une rencontre avec soit le représentant des matériaux ou je vais laisser le client plus autonome à aller peaufiner ses recherches par la Ok. suite parce qu'il y a tellement de trucs sur le Ah, c'est marché. fou, là. Moi, je connais un éventail, un tout petit éventail de ce qui se fait, mais après ça, ben, c'est toujours le fun d'aller dans des places spécialisées puis d'aller confirmer l'information. S'assurer qu'on a le bon produit en Exactement. fonction des années Exact. de durabilité et tout ça. là. Ouais. Exactement. Dernière chose, puis peut-être que tu pourras même pas me répondre parce que On essaye. on essaie. Tu sais, il y a l'avenue des maisons un peu plus écologiques, un peu plus vertes, avec des panneaux solaires qui s'installent sur ouais. les toitures. Toi, est-ce que tu as déjà eu? Ça à m'est jamais l'intégrer? arrivé encore. Pas encore. J'aimerais ça, par contre. Ça serait quand même un beau défi. Je pense que ça serait un gros apprentissage. Après ça, qu'est-ce que ça demande? C'est quoi Ouais. l'implication? Parfait. Aucune idée. Nous nous renseignerons dans un prochain épisode. On pourra en parler encore longtemps. Puis, tu sais, moi, je vais vouloir te faire revenir pour parler d'autoconstruction parce que je sais que c'est Oui. un gros dada à Oui. toi. C'est une partie que tu aimes beaucoup. Fait que c'est sûr qu'on va te refaire revenir pour parler de ça. Ben. Mais merci pour nous avoir un peu démystifié toute la construction, tous les agrandissements, les normes, les lois, Ben, le temps que ça m'a fait prend. plaisir. Ça m'a fait plaisir. C'est super intéressant. Oui, vraiment. Puis en même temps, ben, on continue de collaborer ensemble. Ben oui. Fait qu'éventuellement, tu vas pouvoir, on pourrait aussi parler d'anecdotes de chantier ou Oui, ben oui. Ben parce oui. que ben, c'est ça, plus il y en a, plus on rit. Et puis c'est le fun aussi de mettre des trucs Des dans le cas concret. précis. Du concret, Oui, parce que pour nous, dans la discussion qu'on vient d'avoir, pour nous, il y a des trucs qui sont faciles à comprendre, tandis que je pense que c'est pas tout Oui, le monde exactement. qui comprend tous les élévations, les plans, les détails, de la structure. Oui. Fait que de parler d'anecdotes concrètes, des fois, ça va être plus facile pour tout le monde. Donc, si vous avez eu l'épisode, faites un pouce, commentez, dites-nous si auriez voulu avoir de l'information de plus pour le sujet. On va le demander à Marie, elle va pouvoir vous Vous faire. pouvez écrire des questions en commentaire pour la oui, prochaine fois quand exact. je vais revenir. Oui, c'est parfait. Elle pourra répondre. Donc, merci encore de nous avoir écoutés, puis à la prochaine épisode. Merci. Bye. Bonne journée!